Bonjour à tous, merci de rejoindre Rio by Africa, ce magazine de CFI produit par 10 journalistes africains de 10 pays différents pour vous faire vivre le sommet des Nations Unies sur le développement durable. Aujourd'hui, notre numéro est consacré à la problématique des déchets. Direction tout de suite la Côte d'Ivoire pour parler des déchets toxiques du Probokoala. C'est un reportage signé ITV. Sous les bâches, ce qu'il reste des déchets toxiques du navire Probokoala. En 2006, la société Trafigura s'en débarrasse à Abidjan. Le résultat, des milliers de malades et un environnement contaminé. Dans le village de Djibi, ce propriétaire ne sait plus quoi faire de tous ces terrains. On nous dit qu'on ne peut pas faire de manioc ici. Et on n'a pas aussi l'argent pour pouvoir acheter du riz qui n'est pas empoisonné. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir vivre ? Chaque jour, les femmes de Djibi cuisinent l'atiéké, un des plats typiques de la Côte d'Ivoire, à base de manioc. Si on ne mange pas là, qu'est-ce qu'on va manger? La terre là, c'est pour on ne peut pas laisser, à coup de ça, on ne peut pas laisser la terre pour aller dans notre pays, pour aller planter manioc. C'est chez nous ici. Karim, lui, vit à Djibi depuis près de 30 ans. Bon, voilà, poulailler. Cet éleveur a vu 500 de ses poulets mourir quand les déchets ont été déversés. Depuis, il rajoute de la javel dans son eau, persuadé de la rendre ainsi moins toxique. Vraiment, ça donne malade. Même souvent, là, quand tu fais là, si tu n'as pas mis aux javel là, ça gratte. Quand tu as lavé fini là, au lait, ça a cessé là, ça gratte d'abord. L'État ivoirien et Trafigura se sont mis d'accord sur une indemnisation de 100 milliards de francs CFA, 152 millions d'euros. Très peu d'Ivoiriens en ont vu la couleur. À Djibi, il n'y a que ce bâtiment, un centre de santé promis par l'ancien gouvernement. C'est terminé, mais ce n'est pas fonctionnel. Donc on demande à ce que le gouvernement nous envoie le personnel pour pouvoir nous soigner. Sinon, on souffre. Aboubakaré dirige l'association des victimes des déchets toxiques. Il tient un catalogue funèbre. Ce monsieur, voilà, il a marché dans les déchets. Ses pieds, ses mains, tout a été coupé. Il est décédé aujourd'hui, il est mort. On a des morts en sursis. Et étant donné que les déchets sont encore à Abidjan, tous les jours, il y a des nouveaux cas qui sont attestés par nos médecins bénévoles qui travaillent au quotidien pour aider ces victimes-là. Le gouvernement n'a pas souhaité répondre à nos questions sur ce dossier brûlant. Les habitants espèrent que le ministre de l'Environnement tiendra sa promesse de reprendre rapidement la dépollution du site. Il est bien possible que dans un proche avenir, nous n'assistions plus à ce triste spectacle dans les rues de Lomé et dans tout le Togo. L'acteur de ce spectacle, c'est lui. Ce sac en plastique qui envahit tous les espaces dans nos villes et nos campagnes. Les rues, les canalisations, les champs, les cours d'eau. Cet envahisseur nocif s'insinue partout et nous rend la vie impossible à bien des niveaux. Le premier niveau, c'est ce que vous voyez autour de moi, ces fameux sachets plastiques qui traînent, qui sont dangereux pour les sols, aussi bien les sols de culture que les sols dans le domaine du génie civil, où ils empêchent aussi bien la circulation libre que l'infiltration de l'eau, provoquant la stagnation des mares. Et ici, dans un champ comme celui-là, ces sachets peuvent nuire au mouvement de l'eau et à l'alimentation correcte des plantes. En ce qui concerne l'élevage, les conséquences sont encore plus dramatiques. Les animaux peuvent être amenés à ingérer ces sachets plastiques qui, une fois à l'intérieur dans l'estomac, ne sont pas digestibles et vont entraîner le ballonnement et très souvent, il s'ensuit la mort des animaux. Le troisième niveau de pollution, c'est lorsqu'on cherche à éliminer ces sachets en les mettant en tas pour les brûler. Ils ont des émanations gazeuses qui sont néfastes pour l'appareil respiratoire humain, qui peuvent provoquer aussi bien des maladies respiratoires que des maladies cardiovasculaires. Pollution, insalubrité, nocivité, autant d'inconvénients causés par ce sachet plastique d'origine pétrochimique.
sa présence ne fait que grandir au fil du temps et ne laisse pas indifférentes les autorités. Il y a 250 000 tonnes de déchets produits par an. Et sur les 250 000 tonnes, on a au moins 15 000 tonnes de sachets plastiques. Uniquement pour la ville de Lomé. Et ce que nous trouvons ici, c'est une partie infime. Donc par rapport à tout ce tonnage dans l'environnement, vous allez voir que l'effet sera donc très néfaste pour la population. C'est tout cela qui a conduit à ce que le gouvernement donc, à prendre un décret pour interdire l'importation de ces sachets plastiques. Pris le 5 janvier 2011, ce décret est sans équivoque. Il interdit la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des emballages et des sacs plastiques non biodégradables au Togo. Celui qui va remplacer l'ancien sac incriminé, c'est son petit frère écologique, le sachet 100% biodégradable avec ses qualités indéniables. Le sachet biodégradable, dont la durée de vie est autour de 2 ans dans le sol. Voilà l'avantage qu'une fois rejeté dans la nature, il va polluer pendant un certain temps, mais n'excédera pas 2 ans. Celui-ci, c'est le fameux sachet plastique que nous connaissons, qui est non biodégradable, dont la durée de vie peut aller jusqu'à 400 ans dans la nature. Si le sac biodégradable est désormais adopté, l'application du décret pose des problèmes économiques. Il n'est pas encore produit sur le sol togolais, il faut donc l'importer, mais il est un peu plus cher. Ce sont les commerçants qui font les frais de l'opération. C'est une bonne initiative, mais du point de vue que nous voulons que le gouvernement subventionne ces sachets, puisque j'ai appris que ça revient cher par rapport à ceci. 400 ans de pollution contre 2 ans seulement, le sac recyclable est bien un champion écologique, même s'il n'est pas la solution finale. C'est une avancée, mais qui ne règle pas pour autant l'intégralité du problème. Dans certains pays comme le Bhoutan en Asie, on n'utilise plus que des sacs en papier recyclables. En attendant, notre ennemi numéro 1 court toujours. Combien de temps faudra-t-il pour que le décret soit réellement appliqué? L'environnement, c'est aussi l'affaire de chacun. Les déchets, on n'en trouve pas qu'au Togo, on en trouve partout dans le monde, comme ici, à Rio de Janeiro, cette ville qui accueille ce sommet sur le développement durable. Ce sommet peut-il changer les choses? Difficile de le dire. L'homme doit préserver la planète en changeant son comportement. Au Burkina Faso, un expert l'a bien compris, il fait de la prévention à l'environnement dans les établissements scolaires. Suivez. Idrissa Zeba est le responsable de Naturama, une organisation non gouvernementale ouest-africaine créée en 1990 au Burkina Faso. L'ONG travaille sur un programme d'éveil à l'environnement dans les écoles. Idrissa Zeba se bat pour que l'éducation environnementale soit intégrée dans les programmes scolaires. La difficulté principale qu'on rencontre avec le monde scolaire, c'est qu'on est perpétuellement dans un éternel recommencement. Les promotions passent, se succèdent et il faut continuer le travail dans les mêmes salles de classe. Vous faites cette année un enseignement dans les cours élémentaires, première ou deuxième année. L'année prochaine, cette promotion passe au cours moyen, première ou deuxième année. Et puis, vous êtes encore à recommencer au niveau du cours élémentaire, première année, l'année prochaine. Donc, on a sur le terrain des enseignants qui ne sont pas véritablement formés à une éducation environnementale. Ce qui nous allège, ce qui nous, j'allais dire, augmente notre travail d'éducation, parce qu'il faut éduquer les enseignants, d'une part, pour espérer éduquer les enfants dans un second temps. Pascal Canfin est le ministre délégué chargé du développement auprès du ministre des Affaires étrangères en France, au sein du gouvernement Ayrault. Il nous parle des négociations en cours à Rio. Nous avons conclu un accord sur un texte. Ce texte, qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte un renforcement du programme des Nations Unies sur l'environnement, c'est-à-dire une organisation qui est basée au Kenya. Nous, Français et Européens et Africains, nous aurions souhaité aller encore plus loin que ce qui a pu être possible d'obtenir comme accord, mais c'est un premier pas qui est intéressant. Aller plus loin, c'est-à-dire? Aller plus loin, c'est par exemple transformer le programme des Nations Unies en organisation des Nations Unies pour l'environnement avec un agenda plus ambitieux, c'est-à-dire une capacité réellement de coordonner l'ensemble des textes
Il y a 500 textes qui existent au niveau international sur l'environnement, sur les produits chimiques, sur le climat, sur la biodiversité. Et ces textes-là ne sont pas forcément coordonnés entre eux. Donc on a vraiment besoin d'une agence qui, au niveau international, donne l'impulsion pour aller plus loin. La France a largement utilisé les ressources naturelles en Afrique. Est-ce que ça va continuer ? La France a une histoire coloniale qui est ce qu'elle est. Moi, je ne suis pas responsable. Mais en revanche, ce qui est sûr, ma responsabilité dans ce gouvernement, c'est de faire en sorte que les mauvaises pratiques soient les moins fréquentes possibles. Et donc, il y a des relations entre des entreprises françaises et des pays africains où elles exploitent un certain nombre de ressources. Je pense qu'il est extrêmement important qu'elles soient encadrées, ces relations, par les principes juridiques et par les principes de responsabilité sociale et des entreprises. Moi, je vais y travailler, sachant que ma mission dans le gouvernement français, c'est la politique du développement et qu'il est extrêmement important que lorsque des entreprises françaises agissent en Afrique et elles ont en soi parfaitement le droit de le faire, il faut que ce soit au bénéfice aussi des populations, au bénéfice des pays et pas simplement dans une logique d'exploitation des ressources. Would like to know, why are you here? I'm here to rescue this planet. I hope that we will get some sort of agreement. It will also convince my heads of state who is here and minister. As we develop, we will have an understanding that we need not deplete all the natural resources that God gave us. We came to finish up the negotiations and see what the outcome would be. L'Afrique a beaucoup plus besoin de réserver tout ce territoire. À part la réservation des territoires, nous avons aussi la protection de nos forêts. En anglais, ok. A lot of people need water. You know, there's water scarcity in almost every African country, and Ghana is no exception. It's not as if we don't have the resources. We have a lot of raw water or freshwater resources, but it is the management and the way we use them. Well, I expect that good decisions will be taken, that like the ones that have been taken in the past. Well, help the world become a better world. Thank you so much. What's your name? Ben Buena. From? Malawi. Thank you. Thank you. Rio by Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir accordé un regard attentif à ce magazine fait par les Africains, pour les Africains. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.